Cet effet se produit pour l'architecte aussi. Il doit se conformer à la manière, aux traits qui l'ont fait connaître comme l'architecte star. Un exemple flagrant est donné par l'œuvre de Libeskind. Son dernier bâtiment vient d'être inauguré à Dresde, le musée militaire allemand, présenté dans les téléjournaux expressément comme l'œuvre de l'architecte star Libeskind. Ce bâtiment montre bien comment sa manière, son maniérisme, conduit l'architecte à feindre le musée militaire existant du XIXe siècle, construit comme partie de la ville-caserne de l'Albertstadt par un coin gigantesque en acier et verre. On connaît la manière des formes en billets que Libeskind utilise toujours, avec toujours d'autres arguments. J'ajoute argument banal, banalisant. Je cite, « Le coin de Dresde interrompt la chronologie du bâtiment existant et par conséquent aussi la chronologie de l'histoire militaire allemande. Ainsi naît un nouvel espace, un espace de réflexion. » Citation d'un rapport de journal. Ce coin, qu'est-ce qu'il est? C'est une métaphore, une image empruntée au monde de tous les jours, qui est gonflée à l'échelle d'un grand bâtiment, sans être transformée en architecture, et qui reste de ce fait une image. Alors, une image construite, c'est une grande bêtise, d'autant plus qu'il s'agit d'une image tellement simple, tellement de premier degré, que ce que la publicité Swisscom semble confirmer. Serait-il complètement faux, d'autre part, de comparer la simplicité de ce message à celle de l'affiche avec des minarets missiles, pour rester dans le genre militaire? Cette simplicité-là a le but de passer le message dans une seconde. Mais ce qui peut être utile dans le cas d'une affiche, remplacée après 2 semaines par une autre, ne l'est pas dans celui d'un bâtiment qui reste là pour longtemps. Par son intervention au musée militaire de Dresde, Libeskind propose un message que l'homme de la rue, entre guillemets, comprend tout de suite, comparable à celui du célèbre Duck de Venturi, qui n'aurait même pas besoin de la pancarte Broiled Chickens and Ducks pour passer. Il s'agit aussi d'un message simple, simpliste, qui ne permet pas d'autre lecture que celle primaire, guerre égale irruption. Et une fois compris, rien, plus rien, si ce n'est pas l'étonnement à propos de l'échelle de l'intervention, un effet qui appartient au monde des foires. Selon les journaux, le fait de mandater l'architecte star Libeskind, je cite, n'est pas sans profondeur historique. Libeskind vient d'une famille juive qui survivait le régime nazi dans un camp. Fin de citation. C'est d'ailleurs un air qui est sifflé chaque fois en mélangeant sa vie et son œuvre, comme c'est la pratique des pages People. J'ignore qui le siffle, mais c'est égal, car nous ne parlons pas de personnes ici, mais des lois de la société du spectacle. Je cite un article sur le phénomène de la star qui le met au point. Citation. Il est constitutif pour la star que l'œuvre et l'image de la personne considérée comme star se confondent. Le héros a un message, la star est le message. L'article confirme ce qui semble une loi de la médiatisation de la vie, la personnalisation de tout débat. Au lieu de parler d'idées de validité générale, on parle de personnes qui représentent ces idées ou ne les représentent pas. Est-ce que le fait que les stars sont interrogées sur Dieu et le monde contredit ce que je viens de dire? Pas nécessairement, car ce qui donne de la crédibilité aux idées énoncées par les stars, ce n'est pas la vérité des idées, mais le fait que les stars les énoncent. Ce qui est crédible, ce sont finalement les stars. L'avènement de l'architecte star, de la pratique d'appeler certains architectes ainsi, se situe au milieu des années 1990.
la médiatisation générale de la vie mise à part, il manifeste une crise, celle de la théorie d'architecture. Dans cette crise, ces architectes proclament leurs propres règles liées étroitement à leurs architectures. Mais il s'agit de règles rhétoriques plus que théoriques. Crûment dit, il s'agit d'une stratégie d'architecture label sur un marché globalisé, en parallèle avec l'évolution de l'économie en général. Et il s'agit de règles personnelles, comme je l'ai dit. Cela veut dire, grâce à leur position sur le marché, ces architectes stars imposent leur statement sur leurs architectures comme élément d'une théorie, faisant taire ainsi la théorie comme instance critique de leur activité. En Allemagne, il existe une chaîne de stations d'essence qui s'appelle Star. Sa devise publicitaire lit « Tank einfach Star ». On peut la traduire par « Fais le plein de Star ». Or, le CEO de Novartis, M. Vasella, semble suivre cette devise. Il a transformé sa ville interdite, Campus Novartis, en une collection de bâtiments de stars, un Ballenberg de l'architecture contemporaine, mais un Ballenberg qu'on ne peut pas visiter, ou on peut visiter, mais de manière de l'extérieur, hein, et seulement les samedis, je pense. L'opération semble contradictoire, comparable à ce riche japonais qui achète des Van Gogh pour les mettre en sécurité dans un trésor. Car Novartis ne se sert pas de ces bâtiments dans ses campagnes publicitaires, mais elle publie un livre sur chacun, selon les lois de la médiatisation, que ce qui compte n'est pas la chose, mais l'image de la chose. Ce ne sont pas des mauvais bâtiments pour autant, même s'il y en a des mauvais, par exemple celui de Sana. Une collection donc, la plus grande collection de Pritzker, 5 ou 6, et l'architecture traitée comme un art, malgré les paroles de Lose que la maison n'appartient pas à l'art parce qu'elle doit plaire à tout le monde, un tableau par contre à personne sauf à celui qui l'achète. Qu'est-ce que cela veut dire? La maison doit plaire à tout le monde. Ça veut dire que la maison fait partie de la ville et doit entrer dans une relation avec son environnement. L'art n'a pas cette obligation. Un bâtiment considéré comme œuvre d'art nie ce rapport, nécessairement. On ne le cherche que sous forme de contraste. Le musée de Dresde est un bon exemple d'une position qui use ou mieux qui abuse ainsi de la ville au nom de l'art comme toile de fond. Bernard Huet avait décrit cette position dans son essai qui reste fondamental, L'architecture contre la ville. Si l'architecture se présente comme invention, et c'est ce que fait une architecture qui se comprend comme art au sens qui s'établit au XIXe siècle, entre nécessairement en confrontation avec la ville. La ville, dit l'auteur, est le lieu des conventions. Citation. C'est elle qui fixe les règles du jeu des significations sociales. C'est pourquoi la ville résiste aux transformations qui mettraient en crise les conventions qui la fondent. Au contraire, l'architecture comme œuvre d'art, elle exalte l'invention. Fin de citation. La conception d'art qui fonde cette position est celle de l'avant-garde. Selon elle, l'art doit constamment prouver son statut, son être art, par son être nouveau ou être différent, c'est-à-dire par son écart des règles dont elle dépend tout de même. Sinon, de quoi pourrait-elle s'écarter? La relation de l'art avant-gardiste est de ce fait parasitaire. Dans ce sens, on peut identifier l'art dès le XIXe siècle, dès le siècle bourgeois, avec un tel être nouveau. L'art adopte ainsi les règles de l'économie de marché naissante qui déploie dans les grands magasins ces nouveaux